Bonjour, je suis Daphné Collin, présidente de la Commission de la sécurité publique et conseillère d'arrondissement dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. La Commission de la sécurité publique se réunit pour vous présenter le bilan annuel 2024 du service de police de la Ville de Montréal. Je vous souhaite donc la bienvenue, notamment celles et ceux qui nous suivent via la web-diffusion en direct, particulièrement cette journée où les déplacements en transport en commun sont en partie entravés par la grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal. On vous rappelle à toutes et à tous qui souhaitent s'exprimer au cours de cette assemblée publique de la Commission qui ne pouvaient pas se présenter à la Ville de Montréal, qu'un formulaire en ligne est disponible sur la page web du dossier de la Commission de la sécurité publique, comme à l'habitude, par transmission, et on sera en mesure d'entendre vos questions et commentaires. Cette page est disponible jusqu'à la fin de la pause suivant la présentation du SPVM. Je souhaite maintenant vous présenter mes collègues commissaires qui siègent à mes côtés à la Commission de la sécurité publique. Je vais donc les laisser se présenter en commençant par les vice-présidentes. Bonjour, Christina Smith, mairesse de la Ville de Westmount et vice-présidente de la Commission. Bonjour, Alba Zuniga-Ramos, vice-présidente de la Commission et conseillère des villes à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour, Benoît Gratton, conseiller d'arrondissement du district des marchés Crawford à Verdun. Bon après-midi tout le monde, Lisa Christensen, conseillère de ville Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonjour, Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à la Chine. Bonjour, Marc Doré, maire de la cité de Dorval. And last but not least, Peter McQueen, conseiller de ville de Notre-Dame-de-Grâce dans l'arrondissement de Côte-Nez-NDJ. Je souhaite également souligner la présence dans la salle de M. Alain Vaillancourt, qui est le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, que j'invite par ailleurs à prononcer un mot d'introduction. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs, membres de la Commission, M. Charbonneau, M. Couture, qui est en remplacement chef Daguerre, directeur adjoint, Mesdames et Messieurs et membres de la direction du SPVM, merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette séance consacrée au rapport annuel 2024 du service de police de la Ville de Montréal. Ce moment est toujours l'occasion de faire le point avec rigueur et transparence sur l'évolution de la sécurité publique à Montréal, sur les défis que nous rencontrons, mais aussi sur le progrès réalisé grâce au travail remarquable des femmes et des hommes du SPVM. Notre modèle montréalais en matière de sécurité urbaine est clair. Il fait le choix de l'équilibre entre la répression de la criminalité lorsqu'elle est nécessaire et la prévention pour agir à la racine des problématiques. Ce modèle, le SPVM le met en œuvre chaque jour, en misant sur le dialogue avec les communautés, sur des partenariats solides et sur des approches innovantes qui visent à mériter et à renforcer la confiance de tous et toutes. Mais nous devons aussi faire face à des enjeux qui nous préoccupent profondément. L'un d'eux, c'est l'exploitation des jeunes par les réseaux criminels. C'est une réalité troublante et c'est ensemble que nous devons y répondre, par des interventions policières ciblées, oui, mais aussi par une mobilisation collective de tous les acteurs, du milieu communautaire à l'école, pour couper l'herbe sous les pieds à ceux qui recrutent nos jeunes. Ce rapport annuel nous montre aussi que lorsque la Ville et l'SPVM ciblent les grands enjeux et qu'on donne les moyens aux services d'agir, les résultats sont au rendez-vous. Depuis le pic de 2022, la violence armée à Montréal a reculé de plus de 40 %. C'est une baisse significative qui témoigne d'un travail méthodique, structuré, mené en collaboration avec le corps policier, les corps policiers partenaires et le milieu communautaire. Même constat du côté du vol de véhicules, après une hausse marquée ces dernières années, les actions coordonnées menées par l'SPVM, en lien avec l'Agence des services frontaliers et d'autres corps policiers, portent fruit avec une grande diminution des vols de véhicules sur notre territoire. La transformation du SPVM, elle aussi, se poursuit. Elle a été amorcée avec un vaste programme de recrutement qui nous permet aujourd'hui les effectifs nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité. Cette transformation, c'est aussi, par exemple, le programme Immersion, qui rapproche les recrues policières des réalités sociales et culturelles de la population. Elle continue aujourd'hui avec des mesures structurantes, comme la mise en œuvre de postes de police mobiles
ou l'adoption d'une nouvelle mouture de la politique contre la discrimination dans les interpellations. Ce sont des gestes concrets qui montrent une volonté de changement, de modernisation, de rapprochement. En conclusion, je tiens à réitérer l'importance du rôle du SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, et l'importance, ce rôle, bien sûr, est de maintenir l'ordre et de protéger la population. Mais c'est aussi un rôle humain en première ligne face aux crises de vulnérabilité, face aux détresses sociales, face à des réalités de plus en plus complexes. À toutes les équipes du SPVM, je vous dis un grand merci. Merci pour votre travail, votre engagement et votre contribution essentielle à faire de Montréal une ville toujours plus sécuritaire, plus juste et plus humaine. Merci beaucoup. Bien, justement, je remercie pour la présence les représentants et représentantes du service de police de la Ville de Montréal qui auront amplement le temps de se présenter. Mais avant, on doit adopter l'ordre du jour et pour pouvoir commencer cette assemblée officiellement. Donc, j'aurais besoin d'un commissaire. Mais oui, avant, je vais parler de comment va se dérouler cette assemblée, puis après, je demanderai à un commissaire de proposer et à un autre d'appuyer l'ordre du jour. Donc, le SPVM va procéder à la présentation de son bilan annuel de l'année 2024. Par la suite, il y aura une courte pause de quelques minutes pour recevoir les dernières inscriptions ainsi que les questions et commentaires en provenance du public via le formulaire en ligne. Et suivra la période d'intervention réservée au public, en commençant naturellement par les personnes qui sont présentes dans la salle, puis par la suite, la lecture des questions et commentaires qui nous ont été transmis. Enfin, on terminera avec le volet consacré aux questions et commentaires des membres de la commission. Donc, commissaires qui sont prêts à adopter, Mme Christensen propose, et j'ai Mme Smith qui appuie l'ordre du jour qui vient d'être présenté. Donc, sans plus tarder, je cède la parole, je crois, à M. Marc Charbonneau. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, Vice-présidente, chers membres de la Commission, M. Vaillancourt, membres du public. Mon nom est Marc Charbonneau, je suis directeur adjoint au SPVM, je suis chef de la direction des services spécialisés. Je laisserai mes collègues qui m'accompagnent se présenter et ensuite je pourrai débuter avec la présentation, si ça vous convient. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Cédric Couture, directeur adjoint, responsable de la direction des services de proximité. Bonjour, François Harrison, inspecteur à la direction des services de proximité. Bonjour, Julie Rosa, conseillère au cabinet du directeur. Bonjour, Pierre-Luc Gauthier, commandant au service des communications du SPVM. Bonjour, Florence Cambic, chargée de communication SPVM. Bonjour, Vanessa Vaudaille, chef de division ressources humaines pour le SPVM. Bonjour, Catherine Pinault-Villeneuve, conseillère à la section du soutien à l'information policière et archives. D'entrée de jeu, j'aimerais vous spécifier que le directeur, M. Fadi Daguerre, devait être ici avec nous présent. Par contre, il y a une situation d'urgence personnelle qui l'en empêche. Donc, soyez assurés qu'à la suite de la commission, on lui rapportera toutes les questions et commentaires qui auront été soumises. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir qu'on vient présenter les faits saillants du rapport annuel 2024 du SPVM. D'emblée, on peut vous mentionner qu'on est fiers du travail qui est accompli. Les résultats sont au rendez-vous. Évidemment, il faut maintenir les efforts, il faut rester vigilant et il y a toujours place à amélioration. Mais ce qu'on veut surtout partager, c'est que ces réussites, elles étaient impossibles, bien sûr, sans les efforts soutenus du personnel policier et civil, mais également sans la collaboration constante de tous nos partenaires institutionnels et communautaires et sans la participation engagée de toutes les populations montréalaises à la sécurité publique. Les actions et innovations qu'on va vous présenter s'inscrivent dans notre planification stratégique 2024-2026, ainsi que dans notre volonté de devenir une police de concertation proactive, intégrée et ancrée dans ces communautés. Cette planification, elle est enracinée dans la compréhension des défis actuels et émergents auxquels notre métropole fait face. Elle met de l'avant une vision où le lien sacré avec les citoyennes et les citoyens est essentiel à notre légitimité. Cette approche, on l'a placée au cœur de nos actions et initiatives afin de servir et protéger toutes les populations. Servir et protéger, c'est notre mission. Elle n'est pas sans risque. Et c'est pourquoi cette année, le SPVM a créé son propre insigne commémoratif afin d'honorer
la mémoire de ses consoeurs et confrères décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Pour les policières et les policiers qui, tous les jours, œuvrent auprès des populations montréalaises et qui risquent leur vie pour protéger celle des autres, c'était devenu un incontournable. Ce besoin de se souvenir de ce que signifie servir et protéger au péril de sa vie, il est partagé par les familles qui ont perdu un proche dans l'exercice de ces fonctions, par la direction du SPVM ainsi que par tous les employés qui œuvrent au sein de l'organisation. De ce besoin d'avoir un symbole qui représente et rassemble la grande communauté du SPVM est né l'insigne commémoratif « Tombé, mais jamais oublié ». Cet insigne commémoratif a été pensé et créé avec cœur afin que toutes les communautés montréalaises s'y reconnaissent et puissent se souvenir de celles et ceux qui ne sont plus avec nous. C'est pourquoi la forme circulaire a été retenue. Elle représente l'inclusion et la protection de toutes et tous, sans distinction. En novembre dernier, on a rendu hommage, empreint d'émotion, aux policières et policiers du SPVM décédés dans l'exercice de leurs fonctions depuis 1973. À la suite de cet événement, nous avons officialisé le lancement du port de l'insigne commémoratif sur l'uniforme et sur les véhicules lettrés. Cet insigne se veut rassembleur, neutre, impartial, inclusif. C'est notre façon de dire à celles et ceux que nous avons perdus, vous êtes toujours avec nous. Et à leurs proches, nous marchons à vos côtés. Tombés, mais jamais oubliés, tel est notre devoir de mémoire à toutes et à tous. Maintenant, je cède la parole à mon collègue, le directeur adjoint, Cédric Couture. Bonjour à tous. Voici le plan de présentation. Je vais tout d'abord présenter les statistiques démographiques, les demandes d'intervention ainsi qu'une partie du bilan de l'évolution de la criminalité. Le directeur adjoint Charbonneau poursuivra avec l'évolution de la criminalité, le bilan des services d'ordre et des manifestations en finissant avec le bilan routier. Je prendrai ensuite la parole pour le mot de la fin. Avant d'entreprendre la présentation, je tiens à vous souligner qu'on a décelé une coquille dans le rapport annuel à la page 52. En fait, les statistiques associées au PDQ 42 et 45 ont été interchangées. Déjà, nos équipes sont en train de travailler et de modifier le rapport pour leur mettre la version corrigée en ligne. Ça va être fait très, très prochainement. Statistiques démographiques. On démarre toujours à chaque année en faisant un survol des activités du SPVM avec quelques statistiques démographiques. Le SPVM, en fait, c'est 6 000 policiers et policières, des employés civils et des employés civils qui travaillent ensemble et qui collaborent avec de nombreux partenaires locaux, provinciaux et internationaux pour répondre aux besoins des Montréalaises et des Montréalais en matière de sécurité publique. Au 31 décembre dernier, le nombre de ressources policières permanentes a atteint un nombre record de 4 677. En fait, c'est 4 333 policiers permanents et 144 constables auxiliaires permanents. On comptait également plus de 1 300 employés civils dans nos rangs. À cette même date, le SPVM pouvait aussi compter sur 78 réservistes, en fait des retraités réengagés à temps partiel. Ceux-ci occupent différentes fonctions au sein de l'organisation et offrent un soutien important à nos équipes. Passons maintenant aux statistiques sur les embauches policières en 2024. Il y a eu 328 embauches en 2024 et de ce nombre, 4 personnes sur 10 étaient de sexe féminin. Une personne sur 4 s'identifiait comme faisant partie d'un groupe minoritaire. Lors des embauches de 2023, nous comptions sur 30 de femmes et 20 de personnes issues de la diversité. Les embauches de 2024 nous permettent donc de nous approcher de nos objectifs de représentativité de la population montréalaise. Au sein de l'effectif actuel, on compte 36 de femmes et un peu plus de 16 de personnes s'identifiant comme faisant partie d'un groupe minoritaire. À titre comparatif, il y a un peu plus de 10 ans, en 2015, on comptait 11 des personnes issues d'un groupe minoritaire dans l'effectif du policier du SPVM. Nous sommes aujourd'hui l'un des corps de police canadiens ayant la plus grande proportion de femmes policières. En 2024, il y a eu 181 départs. On parle de retraite, démission, radiation ou décès. Ça signifie que le SPVM a terminé l'année avec plus de 147 policiers et policières de plus que l'année précédente. L'année 2023 s'était aussi soldée par un surplus de 91 policiers. En ce qui concerne les civils, il y a eu 191 embauches en 2024 et de ce nombre, plus d'une personne sur 2 était de sexe féminin. Et près d'une personne sur 3 s'identifiait comme faisant partie d'un groupe minoritaire.
C'est donc dire que l'effectif civil actuel compte 61 de femmes et 25 de personnes s'identifiant comme faisant partie d'un groupe minoritaire. Il y a quelques instants, je vous présentais le nombre d'embauches policières en 2024. Avec un nombre aussi impressionnant de recrues dans nos rangs chaque année, vous comprendrez qu'il est impératif pour le SPVM de se doter d'un centre intégré de formation. Ce centre de formation nous permet de créer un milieu dynamique et stimulant pour le développement de nos effectifs. Nous avons d'ailleurs triplé sa superficie pour répondre à nos besoins. Celui-ci permet d'offrir de la formation continue sans la nécessité de toujours se déplacer à l'École nationale de police du Québec, puisqu'elle est présente à même le bâtiment. Il s'agit de la première antenne de l'ENPQ à Montréal. Il a été conçu dans le but de favoriser un environnement d'apprentissage optimal en offrant des plateaux de simulation, des salles d'entraînement d'emploi de la force, une salle d'entraînement pour l'unité canine, ainsi que des salles de simulation de conduite et de simulation d'événements. Le rassemblement de toutes ces activités de formation et de maintien des compétences, ainsi que des instructrices et instructeurs dans des différentes spécialités dans un même lieu, favorise le partage des connaissances et le développement des compétences transversales. Poursuivons maintenant avec les demandes d'intervention. En 2024, le personnel de la centrale 911 a répondu à plus d'1 400 000 appels nécessitant la présence d'un service d'urgence. On parle ici du service de police, du service d'incendie et du service ambulancier. De ce nombre, 380 000 appels nécessitaient l'intervention du SPVM et ont été répartis aux policières et aux policiers pour une prise en charge. Ce nombre peut sembler un peu abstrait, alors pour vous l'imaginer, dites-vous que ça signifie qu'un nouvel appel de service est réparti toutes les minutes et demie. En 2024, il y a eu 10 500 appels de priorité 1, ce qui représente un peu moins de 3 de tous les appels répartis. Ça représente aussi 30 appels par jour. La majorité des appels répartis aux policières et aux policiers du SPVM sont des appels de priorité 2 et 3. À elles seules, ces catégories représentent plus de 90 de tous les appels répartis au SPVM et il y a près de 1000 appels de ce type chaque jour à Montréal. Le nombre d'appels répartis demeure relativement stable d'une année à l'autre, bien qu'on observe une légère diminution par rapport à 2023 et comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Cette diminution est directement liée à la diminution des appels de priorité 4, destinés aux agentes et aux agents de stationnement. Ces appels sont pris en charge par l'Agence de mobilité durable de Montréal depuis avril 2023. Comme nous l'avons vu sur la diapositive précédente, il y a eu plus de 10 500 appels de priorité 1 en 2024. Ça représente une augmentation de 1,6 % par rapport à 2023 et une augmentation de 15 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. La figure que vous voyez à l'écran présente le temps moyen de réponse aux appels de priorité 1. Celui-ci a augmenté de 13 secondes par rapport à 2023 et de 30 secondes par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ça pourrait être tentant de considérer le temps de réponse aux appels de priorité 1 comme un indicateur de performance des services policiers. La réalité est toutefois plus complexe et le SPVM s'attend de ses policiers et policières qu'ils se rendent sur les appels en assurant la sécurité de tous les usagers de la route et la leur aussi. Bien que le SPVM n'ait pas le contrôle sur plusieurs facteurs qui peuvent influencer le temps de réponse, nous nous sommes donné la mission d'agir sur ce qui était possible de changer. À ce titre, la phase 1 du projet de géolocalisation par répartition de proximité réelle a été lancée en mai dernier. La répartition des véhicules policiers par proximité signifie que les autopatrouilles disponibles sont réparties en fonction de leur positionnement GPS exact pour les appels où la vie est en danger. Nous sommes confiants que la mise en œuvre de ce projet permettra d'optimiser les temps de réponse au cours des prochaines années. Le directeur le dit sur de maintes tribunes, puis il l'a inscrit dans sa planification stratégique 2024-2026. L'orientation 1 est se mériter la confiance de la population et de toutes les populations. Pour ce faire, nous devons nous rapprocher de celle-ci. C'est pourquoi nous avons déployé plusieurs moyens afin de s'adapter aux nouvelles réalités et pour se rapprocher des citoyennes et des citoyens. Ce qui implique notamment de les rejoindre le plus possible dans leur milieu de vie. Les rapports de police en ligne permettent de déclarer plus facilement certains événements comme la perte d'un objet, mais aussi des crimes tels que des méfaits et des vols. En 2024, nous avons reçu près de 15 000 demandes de rédaction de rapports de police en ligne. Il s'agit d'une hausse de 2,6 % par rapport à 2023.
Mais c'est surtout le déploiement d'un comptoir mobile au cours de l'année qui nous a permis d'être davantage intégrés au milieu de vie des différents secteurs de l'île. Grâce à ce véhicule, il a été possible de se déplacer dans les fêtes de quartier, dans les événements à grande influence, pour augmenter l'accessibilité à nos services. Les interactions spontanées entre l'équipe et les citoyens et les citoyennes ont notamment contribué à renforcer la confiance et la collaboration entre la police et la communauté. Ces échanges nous ont permis de mieux se comprendre et de répondre directement aux besoins des résidents et résidentes. Les citoyennes et les citoyens ont pu obtenir des conseils de sécurité, signaler des incidents et recevoir des informations sur les ressources disponibles dans leur communauté. En somme, le comptoir mobile nous a permis de rencontrer près de 4 550 personnes sur une période de 143 jours avec un taux de satisfaction moyen de 96 %. Grâce à cette proximité, les résidentes et les résidents ont pu bénéficier d'un accès direct et simplifié aux services policiers. On favorise une meilleure compréhension et une collaboration entre les forces de l'ordre et les populations locales. Ces chiffres témoignent de l'engagement de la communauté envers cette initiative. Avant de passer de la prochaine section, je souhaite vous parler des disparitions et des fugues. Chaque année, c'est plus de 7 000 appels qui sont logés pour signaler la disparition ou la fugue d'une personne. De ce nombre, près de 3 350 signalements nécessitent l'ouverture d'un dossier et la mise en œuvre de stratégies de recherche. Ces événements représentent environ 25 % de toutes les disparitions et fugues prises en charge annuellement par les corps de policiers au Québec. Depuis de nombreuses années, le SPVM multiplie les efforts afin d'optimiser le traitement des disparitions et des fugues. La création du groupe de gestion initiale et de recherche terrain, communément appelé GIRT, en mars 2024, s'inscrit dans cette vision. Cette équipe a pour but d'appuyer les commandantes et les commandants de scène dans leurs efforts pour retrouver les personnes qui manquent à l'appel et dont la sécurité ou la vie pourrait être en danger. Le personnel du GIRT sont dotés d'une formation spécifique à l'École nationale de police du Québec, d'outils technologiques adaptés et de techniques de spécialisées de recherche. Suivant l'analyse du profil de la personne disparue, les membres du GIRT émettent des hypothèses de mouvement ainsi qu'un rayon de recherche pouvant s'agrandir selon l'évolution de la disparition. Je vais maintenant poursuivre avec l'évolution de la criminalité survenue sur le territoire en 2024. Lorsque nous nous attardons au bilan général des infractions au Code criminel, nous constatons une hausse de 2,7 % en 2024 par rapport à 2023. Plus spécifiquement, tel qu'indiqué dans le tableau à l'écran, les crimes contre la personne représentent une augmentation de 7,3 %. Le directeur adjoint Charbonneau vous en parlera un peu plus tard. Sachez toutefois que cette tendance à la hausse est présente depuis quelques années partout au Québec ainsi qu'au Canada. Les crimes contre la propriété sont restés relativement stables en 2024 comparativement à 2023, alors que les autres infractions au Code criminel présentent une augmentation de 10,7 %. Je vais vous détailler chacune de ces catégories. Somme toute, Montréal demeure une ville très sécuritaire et nous nous comparons très avantageusement dans le contexte canadien et nord-américain. L'évolution de la criminalité demeure évidemment au centre de nos préoccupations et nous déployons les efforts nécessaires pour assurer la sécurité des populations tout au long de l'année par la mise en œuvre d'actions concrètes. Débutons le survol des principales variations des crimes contre la propriété qui nous ont été signalés en 2024 et dont le nombre est relativement stable par rapport à 2023, comme je viens de vous dire. 3 catégories d'infractions ont augmenté, soit les vols simples, les fraudes et les méfaits. À eux seuls, les vols simples représentent près de 40 % des crimes contre la propriété et ont connu une augmentation de 6,6 %. Ces crimes peuvent avoir des impacts importants auprès des populations. Les fraudes, par exemple, entraînent des conséquences parfois désastreuses, notamment chez les personnes vulnérables et chez les personnes aînées. C'est pourquoi nous poursuivons la sensibilisation auprès de celles-ci en mettant en place diverses actions de prévention. L'augmentation des méfaits est principalement attribuable aux méfaits sur des véhicules. Quant aux incendies, ils ont connu une diminution de près de 7 % entre 2023 et 2024. Il faut toutefois préciser qu'en 2023, ils avaient connu une hausse importante puisque des groupes criminalisés étaient soupçonnés d'être à l'origine de certains de ceux-ci dans un contexte de tentatives d'extorsion qui visaient principalement des commerces. Finalement, je ne peux pas passer sous silence la baisse importante, la plus importante, soit celle des véhicules moteurs qui ont chuté de 25 % par rapport à 2023. C'est d'ailleurs la première fois depuis la hausse importante suite à la pandémie que le nombre de vols de véhicules diminue.
Voici les actions que nous avons mises en place pour contrer cette problématique. Vous le savez, au sortir de la pandémie, nous avons dû composer avec une hausse importante du vol de véhicules à moteur. Cette tangente a été observée partout au Canada et s'expliquait notamment par le manque de disponibilité de véhicules neufs sur le marché qui a entraîné l'augmentation des coûts des véhicules d'occasion. Le vol de véhicules moteurs est devenu un marché très lucratif pour les organisations criminelles qui s'en servent comme plateforme de financement pour l'achat d'armes à feu et de trafic de stupéfiants. Montréal, de par sa situation géographique et son accès au port, devient un endroit prisé pour l'exportation des véhicules volés. Pour répondre à cette problématique, dès janvier 2024, nous avons coordonné la mise en place du projet Vector dans le port de Montréal. Nous avons mis en œuvre diverses stratégies avec des partenaires tels que la Police provinciale de l'Ontario, la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada ainsi que la Sûreté du Québec, afin d'intervenir auprès des groupes criminels, mais aussi réduire l'impact négatif sur le sentiment de sécurité des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration a permis la saisie historique de 1300 véhicules destinés à l'exportation en 2024. Pour nous, cette diminution de 25 % est le résultat du travail de nos équipes et de la collaboration avec nos partenaires. Poursuivons avec les autres infractions au code criminel qui présentent une augmentation par rapport à 2023. En fait, l'augmentation du nombre d'infractions contre l'administration de la loi et de la justice est liée à l'augmentation des dossiers d'infraction aux règles de liberté sous caution et au manquement de conditions de probation. Cette augmentation s'explique notamment par la mise en œuvre de nos stratégies de collectif, puisqu'une attention particulière a été portée à ces infractions. Les infractions relatives aux armes à feu et aux autres armes qui correspondent à la possession d'une arme ou encore l'entreposage non sécuritaire d'une arme à feu ont quant à elles diminué par rapport à 2023. Les autres infractions au code criminel ont augmenté de 13,3 % par rapport à 2023. Cette catégorie regroupe les infractions telles que la distribution et la possession de pornographie juvénile, les actions indécentes ou encore contre les droits de propriété. Ainsi, un certain nombre de ces infractions sont le résultat du travail policier accompli, notamment par nos équipes en exploitation sexuelle et abus physiques et décès d'enfants. Les infractions liées aux autres lois et règlements présentent une diminution dans son ensemble par rapport à 2023. Deux éléments retiennent principalement notre attention. D'abord, en 2024, l'augmentation du nombre d'infractions liées à la loi réglementant certaines drogues et autres substances est notamment le résultat de nombreux démantèlements de réseaux de production et de distribution de drogue menés pendant l'année. Ces opérations ont porté un coup dur aux groupes criminels et les privent de sources de revenus importantes qui peuvent même financer l'achat d'armes à feu. Puis, la diminution du nombre d'événements liés à des règlements municipaux qui semblent s'inscrire dans une plus grande tolérance envers les populations les plus vulnérables et une meilleure compréhension de leur réalité, ce qui transparaît dans nos pratiques policières. Nous pouvons penser à la situation de l'itinérance qui a sollicité l'implication de plusieurs partenaires, incluant les partenaires communautaires, afin de trouver des alternatives permettant d'un côté de répondre à leurs besoins et de l'autre d'assurer la sécurité de toutes les populations dans les lieux publics. Je passe maintenant la parole à mon collègue, le directeur adjoint, Marc Charbonneau. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant avec les statistiques pour les crimes et incidents haineux. Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est toujours très délicat que de faire l'analyse de l'augmentation ou la baisse des incidents et crimes haineux. La première des choses qui peut l'expliquer, c'est évidemment le contexte mondial. Il y a les conflits internationaux, mais il y a aussi tous les efforts qu'on fait pour amener les gens à nous rencontrer et à dénoncer, que ce soit validé ou non, là, que ce soit un incident ou un crime haineux. Donc, on remarque qu'il y a eu une augmentation des crimes haineux de 22 cas supplémentaires pour un total de 375. La moitié des cas représentaient l'origine ethnique, nationale ou la couleur de la peau, alors que la religion représentait le tiers. C'est la même chose pour les incidents haineux, où on a connu une augmentation de 31 cas supplémentaires sur 202. Dans ce cas-ci, la moitié des cas représente la religion, alors que près du tiers, c'est l'origine ethnique, nationale ou la couleur de la peau. On a toujours maintenu que la dénonciation de ces incidents est vraiment super importante. Notre module crime incident haineux, appelé le MICH, est une unité spécialisée qui existe depuis
un certain nombre d'années et qui assure une réponse efficace et adaptée aux incidents et une réponse rapide, une prise en charge qui est rapide. C'est super important pour nous que de créer un espace qui est sécuritaire et inclusif. Donc, on continue, les citoyens, à venir nous rencontrer. La collaboration avec les communautés est essentielle. Je poursuis maintenant avec les crimes détaillés contre la personne, le portrait détaillé des crimes contre la personne. On a eu 31 homicides en 2024, c'est similaire à 2023, mais nettement inférieur à 2022, on en avait eu 42. On a un incroyable taux de résolution en 2024 de 81 %, alors qu'il était de 52 % en 2023. On est fiers de ce travail accompli-là et surtout pour les familles et l'entourage des victimes. Les tentatives de meurtre ont cependant diminué de 23,6 %. Donc, au total, on dénombre qu'il y a moins d'homicides, il y a moins de tentatives de meurtre et il y a moins d'autres infractions qui entraînent la mort qu'en 2023, ainsi qu'au cours des 5 dernières années. La violence armée est toujours présente, mais est vraiment plus faiblement représentée dans notre portrait de 2024, ainsi qu'au cours des dernières années. En effet, le tiers des homicides et tentatives de meurtre impliquaient une arme à feu, alors qu'elle représentait la moitié des homicides et 60 % des tentatives de meurtre en 2022. Depuis le pic de la violence armée qu'on a connu en 2021, c'est vraiment une baisse impressionnante de 47 %. Plus spécifiquement, pour les homicides, on a une légère augmentation de 9 à 12. Les tentatives de meurtre, on a subi une importante diminution de 47,2. Les décharges d'armes à feu ont diminué de 5,2. Et ces 3 catégories ensemble présentent une diminution de 17,1 %. On remarque également une diminution du nombre d'armes à feu qui ont été récupérées au SPVM, soit 956 par rapport à 1281 en 2023. Un fait intéressant, c'est que chaque année, on a 6 armes sur 10 qui sont récupérées à la suite du travail des policiers. Donc, on considère que ce portrait de la violence armée est très positif. Par contre, il faut toujours demeurer vigilant. On constate d'ailleurs une augmentation de 11 % des agressions armées en utilisant une arme blanche. Les meurtres et tentatives de meurtre sont toutefois stables. Pour arriver à des résultats aussi encourageants, Cédric en a parlé tantôt, on a développé la stratégie des collectifs. Donc, ça permet de travailler autant en prévention qu'en répression auprès d'individus qu'on a ciblés. Donc, c'est une approche 360 auprès de gens qui présentent vraiment des comportements à risque très élevé d'être impliqués dans la violence armée, mais on implique également les familles et leur entourage. Donc, il y a des plans qui sont créés, qu'on fait en collaboration avec ces jeunes-là et avec leurs parents, et on essaie autant que possible qu'ils puissent retourner aux études et s'impliquer dans des activités sportives. L'adhésion des partenaires est super importante et la stratégie permet d'augmenter notre capacité tout en offrant des solutions de rechange et des alternatives à ces jeunes-là. Pour renforcer l'axe préventif, on a créé une nouvelle fonction au SPVM qu'on appelle agent de prévention ciblé. Donc, leur travail, c'est de déterminer les meilleurs leviers préventifs et d'identifier les acteurs clés, entre autres en référant vers les meilleures ressources possibles pour pouvoir y arriver. Au printemps 2024, on a aussi bonifié nos équipes qui sont dédiées aux armes à feu, qu'on appelle EMAF, dans les 4 centres régionaux. La collaboration des populations est très importante dans la violence armée, dans la lutte contre la violence armée. Surtout, et M. Vaillancourt nous l'a mentionné d'entrée de jeu tantôt, un fait qui nous interpelle est celui de l'exploitation criminelle de nos jeunes. Et je fais un parallèle ici avec également les crimes d'extorsion et de vol de véhicules. Donc, c'est très important de demeurer vigilant, alerte et constant, mais surtout solidaire, afin de protéger nos jeunes. On va poursuivre maintenant avec l'évolution des crimes contre la personne. Donc, comme il a été mentionné plus tôt, les crimes contre la personne ont augmenté. C'est surtout les voies de fait simples, donc un coup de poing, pousser quelqu'un, qui explique la hausse. On a aussi une augmentation des agressions armées ou celles qui causent des lésions, qui contribuent aussi au portrait. En ce qui concerne les agressions sexuelles, on a une hausse de 8,5 %, mais c'est principalement lié à l'augmentation des dossiers de distribution non consensuelle d'images intimes et au contact sexuel.
Dans cette sphère-là aussi, c'est toujours complexe que de pouvoir interpréter la hausse ou la baisse des événements. Par contre, on sait que c'est le type de crime qui est moins déclaré à la police. Alors, on fait toujours beaucoup d'efforts à sensibiliser les victimes à venir nous rencontrer et en parler avec nous. On fait également un lien avec le fait qu'on pense que les victimes ont de plus en plus confiance dans le système judiciaire avec de récents événements qui ont été médiatisés. En ce qui concerne les vols qualifiés, ça inclut les extorsions. On a vécu une augmentation de 2,8 %. C'est aussi attribuable aux vols qualifiés dans un commerce et sur la personne, les tentatives d'extorsion dont on a parlé tantôt. En matière d'extorsion, on a mis à l'automne 2024 en place une coordination qui permettait d'impliquer diverses unités au service de police. Et le principal travail de chacune des unités, chacun des policiers, est d'aller à la rencontre de plusieurs commerçants, de plusieurs tenanciers et de parler avec eux, d'établir une relation de confiance, mais surtout de dénoncer les actes auxquels ils peuvent être visés. On remarque également une hausse des tentatives de sextorsion. Ce sont beaucoup nos jeunes qui sont ciblés. Ça crée beaucoup de dommages. Les autres infractions contre la personne, il y a une hausse de 10,6 % et c'est surtout attribué à l'harcèlement criminel et aux menaces. Malheureusement, et c'est assez incroyable, on a près de 21 % de l'ensemble des crimes contre la personne qui sont commis dans un contexte de violence conjugale. Et ça a de répercussions incroyables, tant chez les personnes, les familles, que sur l'ensemble de la société. C'est pour ça que l'année dernière, on a innové en créant un projet pilote avec le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP. Donc, les études démontrent que lorsqu'une personne tente d'étrangler son ou sa partenaire intime, cette victime-là a 7,5 % plus de risque dans le futur d'être victime d'un meurtre. Donc, l'étranglement, c'est quelque chose qui est très grave et auquel on doit porter vraiment une attention sérieuse. Donc, le projet pilote mis en place avec le DPCP concerne justement un projet d'étranglement. Donc, c'est une première au Québec et on s'est adjoint de différents partenaires, dont le ministère de la Sécurité du Québec, de la Sécurité publique du Québec, la Sûreté du Québec, le Laboratoire des sciences judiciaires de médecine légale, le CAVAC et d'autres services de police. L'objectif principalement, c'est d'accompagner les victimes justement dans tout le processus. C'est également d'amasser les meilleures preuves possibles en vue de mise en accusation et c'est aussi de donner une formation spécifique à nos policiers et aux procureurs. Dans le cadre du même projet pilote, on a notre section de l'identité judiciaire qui a implanté une nouvelle technologie de lumière judiciaire avec les rayons ultraviolets. Donc, ça permet d'aller détecter des traces qu'on ne voit pas ou peu à l'œil nu, mais qui sont un signe d'étranglement. Donc maintenant, ces marques-là peuvent être détectées avec ces lumières-là. Donc c'est le seul service de police présentement, le SPVM, qui a recours de manière active à cette technologie et ça suscite vraiment l'intérêt de très nombreux services de police qui nous ont demandé de pouvoir les former. Donc le projet est très prometteur et résultats positifs. Les services d'ordre et manifestations. Donc, vous le savez, Montréal, c'est une ville qui est festive, c'est une ville qui bouge et on en est vraiment très fiers. Toutefois, on a été impliqué dans plus de 3 400 services d'ordre, dont 610 manifestations. C'est une nette augmentation par rapport aux années dernières. Outre les événements festifs, les manifestations peuvent s'expliquer au contexte mondial et aux conflits internationaux, encore une fois. Et ici, la crise qui secoue le Moyen-Orient en est un exemple. Donc, on a eu plus de 300 manifestations depuis le début du conflit et 630 services d'ordre pour pouvoir permettre à ce que ces rassemblements-là se fassent en toute sécurité pour toutes les populations. Donc, depuis le début du conflit, on a vraiment intensifié nos efforts pour soutenir toutes les populations qui sont touchées soit directement ou indirectement. Donc, les partenariats avec les communautés locales sont renforcés afin de renforcer la sécurité. Donc, on a mis en place des plans de visibilité. On a une concertation auprès des tables de sécurité urbaine. On a des rencontres citoyennes et l'implication des différentes unités spécialisées, dont le module des crimes et incidents haineux. Je vais passer maintenant au bilan routier et aux infractions.
Donc, vous le savez, au SPVM, la sécurité routière, c'est un enjeu et une priorité. C'est important pour nous que le réseau routier soit un endroit sécuritaire, tant pour l'ensemble des usagers et aussi pour nos clientèles vulnérables. Chaque décès, chaque blessé grave, chaque décès est de trop et souvent peut provoquer des séquelles physiques et psychologiques qui peuvent être importantes. C'est pourquoi on a mis en œuvre un plan directeur. On participe également aux opérations nationales concertées avec les différents services de police au Québec et on a déployé un calendrier d'opérations corporatives propres au SPVM. En 2024, on a eu 15 567 accidents. C'est une légère amélioration de 1,5 %. Malheureusement, les collisions mortelles ont augmenté. On est passé de 32 par rapport à 29. Les collisions blessés graves ont également augmenté. Par contre, les collisions avec blessés légers sont similaires à 2023 et les collisions avec des dommages matériels ont diminué. Je tiens à rappeler que 7 collisions sur 10, c'est des collisions avec des dommages matériels, 3 sur 10 avec blessés légers, et c'est moins de 1 % qui représente les collisions avec blessés graves ou décès. Par contre, il n'en demeure pas moins que ça demeure tout aussi interpellant et important. On a toujours le devoir d'avoir un meilleur bilan. Malheureusement, on constate une augmentation du nombre de collisions qui impliquent autant les cyclistes que les usagers de ce que j'appelle la micromobilité, comme entre autres les trottinettes, qui est de plus en plus populaire. Donc, on déplore 3 décès, 34 blessés graves et 664 blessés légers. En ce qui concerne les collisions qui impliquent les piétons, on constate une tendance à la hausse depuis la fin de la pandémie. 2024 n'y échappe pas, avec une augmentation de 6,7 %. Donc, en 2024, on a eu 18 piétons qui ont perdu la vie comparativement à 15, 97 qui ont été blessés gravement par rapport à 64 et 1006 qui ont subi des blessures légères par rapport à 993. Ici aussi, 9 collisions sur 10 impliquent des piétons collisions avec des blessures légères et moins de 2 % un décès. On considère quand même que chaque décès est blessé grave et blessé. Ce sont des accidents qui sont évitables et on doit toujours continuer à y mettre les efforts nécessaires. On va passer maintenant aux infractions routières qui ont augmenté en 2024. C'est surtout les délits de fuite, une augmentation de 1,7 qui sont ici représentés, qui représentent près de 75 % de ce type d'infraction. On a aussi une hausse de la conduite dangereuse qui avait débuté en 2023. Ça se poursuit en 2024. Ce qu'on constate dans cette catégorie-là, c'est les comportements routiers qui sont téméraires et aussi les refus de s'immobiliser, dont, entre autres, lorsqu'il y a des vols de véhicules. Les événements de capacité affaiblie ont diminué de 3,4 %. Et finalement, la conduite pendant interdiction sont passées de 86 à 109 événements. Au niveau des constats d'infraction, on a émis au total 3 777 800 constats. C'est une augmentation de 10,8 %. Vous pouvez constater que la majorité, c'est pour des infractions en mouvement et des infractions de vitesse. Le plus important à dénoter, c'est le fait que ce qu'on demande à nos policiers, c'est d'intervenir et d'émettre des constats selon la stratégie PIL. La stratégie PIL qui est de favoriser une intervention en sécurité routière auprès d'une personne comme étant une infraction, ciblée dans un lieu pertinent et exécutée au bon moment. Donc, c'est que les policiers soient présents et interviennent là où il y a, entre autres, des risques accidentogènes. Au risque de me répéter, on doit maintenir et accentuer nos efforts pour améliorer notre bilan. Donc, c'est dans cet objectif qu'on a mis en place à l'été 2024 un projet dans lequel une équipe, une escouade spécialisée de cadets policiers était équipée de trottinettes électriques. Donc, leur mission était de parcourir le territoire, d'aller à la rencontre des Montréalaises et des Montréalais et de les sensibiliser sur les règles de la circulation. Donc, c'est une approche qui est proactive, d'éducation et de prévention. Seulement au cours du mois de juillet et de mois d'août, ils ont parcouru 10 500 kilomètres. Ils ont rencontré près de 16 000 citoyens, remis 1 700 dépliants
et donné plus de 7200 avertissements et conseils. On estime que les trottinettes électriques, c'est un super beau vecteur de communication, d'entrer en contact avec ce type d'usager et d'avoir un bon impact sur l'utilisation de ce type d'appareil. Donc, c'est un projet de plus dans l'éventail d'actions qu'on met en place afin d'améliorer la sécurité routière. Donc, je cède la parole maintenant à mon collègue pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Tout d'abord, on tient à remercier très chaleureusement tous les membres du SPVM qui ont permis la concrétisation des différents projets, mais qui, au-delà de tout, ont su tout contribuer et à se dédier avec cœur, engagement et dévouement pour la sécurité de toutes les Montréalaises et tous les Montréalais, et de faire en sorte qu'on préserve le caractère très sécuritaire de la métropole. Nous sommes extrêmement fiers de nos équipes. À tous nos partenaires communautaires et institutionnels, ainsi qu'à toutes les populations de Montréal, ces réalisations, elles seraient impossibles sans vous, sans votre collaboration, sans votre confiance et votre appui. C'est ensemble que nous pouvons construire une ville sécuritaire empreinte de bienveillance et de respect mutuel. Du fond du cœur, nous voulons vous dire merci. Nous l'avons mentionné dès le début, nous devons maintenir et même accentuer nos efforts. Nous devons rester vigilants. Nous devons également continuer de nous rapprocher de toutes les populations. Nous devons offrir des services encore plus accessibles et adaptés à la réalité des communautés montréalaises. Nous devons innover, nous rapprocher, nous comprendre et construire ensemble cette grande ville qui est Montréal. C'est ensemble que nous avons fait une différence en 2024 et que nous allons continuer à la faire. Je vous remercie. Bien, je vous remercie à mon tour pour cette présentation. Clairement, vous avez travaillé fort, beaucoup de défis. Afin de prendre les dernières inscriptions de personnes qui souhaitent nous adresser une question et un commentaire, nous allons prendre une courte pause de quelques minutes avant de poursuivre la séance. Il est présentement 13h52. Je vous invite à revenir pour 14h05 maximum. Merci. Rebonjour. Nous sommes de retour. Donc, avant d'appeler les premières personnes qui souhaitent intervenir, je veux simplement préciser quelques points pour veiller au bon déroulement de cette partie de la séance, c'est-à-dire que la Commission ne souhaite pas se substituer aux instances habilitées à recevoir les plaintes adressées notamment au SPVM ou encore se pencher sur des cas particuliers. Les questions adressées à la Commission ne doivent donc pas porter sur des cas individuels de plainte. Donc, nous avons des personnes que je vais appeler. Je vous rappelle que vous devez poser une question avec un préambule. Nous espérons court et concis. Je ne suis pas extrêmement stricte sur la longueur des questions, mais si j'interviens, je vous demande de poser votre question lorsque j'interviens. Voilà. Première personne à être appelée au micro. C'est pas Robin Edgar, c'est Robert. Monsieur Edgar. Oui, bonjour, Madame la Présidente et tous les commissaires. Anyway, actually, just to clarify, legally on paper it's Robert, but I'm known as Robin. So, anyhow, I came here today originally planning to ask a question about SPVM intimidation of photographers and videographers, you know, at documenting protests and so on. But I've brought this up at city council meetings, and I was forced to come here. Well, I shouldn't say forced, I enjoyed it. But I came on bike as opposed to bus because I couldn't. And coming on the bike, I just noticed how there's an incredible lack of respect for the rules of the road by cyclists. I probably broke a couple of rules myself on the way here, but I just find there's a very, it's just like they don't care, a lot of them. And just the other night, Monday night, I asked a question about public safety, about cars and cyclists in NDG. I asked Peter McQueen the question, and I got an interesting answer from Stéphane Plante. Stéphane Plante claimed that
the city consulted with the SPVM and that the SPVM were of the opinion that the particular situation I was concerned about was suffisant, sufficient. In other words, it was not necessary to do anything more, whereas I have been recommending putting in zebra stripe pedestrian crosswalks for more than 2 years now. So the question I have for the SPVM, you know, we looked at the statistics here. Bilan routier, cyclistes et trottinistes, nombre de décès, 2 en 2023, 3 en 2024, une variation de 50% de plus. Nombre de blessés graves, 20 en 2023, 34 en 2024, une augmentation de 70%. Nombre de blessés légers, 613 en 2023 et 664 en presque la même chose. Au niveau de piétons. Monsieur Edgar, pouvez-vous poser votre question? Oui. Puis vous aurez l'opportunité de poser une deuxième question par la suite. Okay. Premièrement, la chose que je veux savoir, that I want to know, et vous pouvez répondre en français, ce que Stéphane Plante a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le SPVM peut recommander à des villes qu'il faut faire ça? Et ça veut dire que, et de l'autre côté, est-ce que le SPVM peut dire, oh non, c'est OK, ça suffit, c'est beau comme ça? C'est difficile pour nous de parler spécifiquement d'une intervention d'un policier via un arrondissement ou une ville liée. Ce qui existe, Madame la commissaire, c'est qu'il y a souvent des comités de circulation dans plusieurs arrondissements où le SPVM est appelé à être comme un des panélistes autour de la table, mais les décisions sur les infrastructures, tout ça, reviennent à des décisions villes, arrondissements. Donc, si monsieur veut adresser cette problématique-là spécifique, je l'inviterai à parler directement au poste de quartier concerné, au commandant, qui pourra avoir les réponses plus spécifiques. Mais c'est vrai qu'il y a des tribunes où les policiers, on donne notre avis, mais un avis parmi tant d'autres avec les experts en sécurité routière. Vous pouvez aller pour votre deuxième question. Yeah. Well, again, and I've been concerned about this for quite some time, and not just in terms of the specific situation in NGD, but just generally, mainly cyclists, sometimes cars that basically just do not respect the rules of the road, where I do believe that better signage and so on would improve the situation, and especially the zebra stripe type pedestrian crosswalks. I think that would make a big difference. I find that cars respect those more than just the thin lines. But I think there's a question of education here as well. I think a lot of people just don't know and maybe don't care all that much. I've never seen a public how can I put it, a campaign, like an advertising campaign by either the SPVM or the city promoting pedestrian safety. Since we've had this, you know, a significant increase in injuries and some deaths, could the SPVM collaborate with the City of Montreal and do maybe some advertising, but also, for instance, some ticketing campaigns, like go out there and ticket the ones that are the most flagrant violators, and maybe also warnings, like hand out pamphlets, like, you know, geared to a specific area. Can you do like a public campaign like that? Juste avant que vous répondiez, je vais quand même traduire pour le bénéfice de tous. Donc, Monsieur Edgar demande si parce qu'il n'a pas vu de campagne de prévention pour ce qui est de l'amélioration de la sécurité routière pour les cyclistes en particulier. Est-ce que le SPVM prépare des campagnes de prévention pour améliorer les conditions routières pour les cyclistes? Oui, la réponse est oui. Encore une fois, j'inviterai M. Edgar à aller à la rencontre du poste de quartier
où les gens là, sont très réceptifs là, à entendre tous les commentaires. On fait des campagnes de publicité, tant pour les cyclistes que pour d'autres usagers, de manière corporative. Donc, notre section sécurité routière fait des campagnes qui sont beaucoup plus globales. Mais chaque poste de quartier ont aussi leur propre campagne locale et il y a toutes sortes de manières de le faire. Donc, moi, j'inviterais M. Edgar d'aller rencontrer les policiers de son poste de quartier et de leur poser la question, qu'est-ce qu'ils font comme campagne d'être mis au courant, mais en même temps, ça permettra aux policiers de collecter de l'information qu'à tel endroit, j'ai constaté telle ou telle chose. Donc, le but, c'est vraiment d'échanger entre citoyens et policiers, donc aller à la rencontre des policiers et de leur faire part de ces commentaires, là, ce serait vraiment apprécié. Merci. La prochaine personne a été appelée au micro est Hadj Zitouni du mouvement Action Justice. Donc, M. Zitouni n'est pas présent pour l'instant, donc on va passer à la prochaine personne. Donc, j'appelle Dominique Boulanger à venir au micro. Bonjour à tous. Moi, je suis ici aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui pour. Oups. Je vais y arriver. Bon, allô. Est-ce que ça va? Oui. Ça va, merci. Un petit peu. Excusez. Bien, je suis ici pour vous présenter un projet en même temps. C'est un projet qui s'appelle Demandi. C'est un projet pour des interventions policières plus humaines, sécuritaires et professionnelles en présence de chiens. Le contexte, c'est une tragédie révélatrice qui s'est passée le 29 septembre 2022. Mon chien Demandi a été abattu lors d'une intervention policière. Contrairement à ce qui est avancé, il n'était pas en liberté ni menaçant. Il a été retrouvé mort, attaché sur son matelas, sa laisse sectionnée nette. Cette tragédie soulève une problématique sérieuse et évitable. Le manque criant de formation spécifique et de protocole clair dans une intervention policière impliquant des animaux. Demandi n'était pas un seul animal de compagnie. Il était mon partenaire de vie. Il était un chien sociable, amoureux de la vie et passionné, équilibré, destiné à m'accompagner dans un projet professionnel. Sa mort n'était pas inévitable, elle relève un vide structurel auquel nous avons le devoir et la capacité de remédier. Nos policiers sont appelés à intervenir régulièrement dans les situations où les chiens sont présents. Ces contextes peuvent être imprévisibles, chargés d'émotions, parfois tendus. Son outil approprié, même un chien inoffensif, peut être perçu comme une menace. Cela entraîne des décisions irréversibles, un stress inutile et un risque accru pour toutes les parties, agents, citoyens et animaux. Projet de Demandi, ça s'appellerait Demandi de nous respecter et protéger. Propose une réponse structurée et préventive visant à réduire les risques pour les agents, les citoyens et les animaux. Favoriser une approche calme, sécuritaire, en misant sur la lecture du langage animalier, du langage des chiens. Renforcer la confiance du public envers les interventions policières. Ce projet se veut à la fois humain, professionnel, légalement pertinent et tourné vers une modernisation de nos pratiques. L'objectif principal, c'est équiper le SPVM d'un programme de formation spécialisé, protocole d'intervention clair, des situations impliquant les chiens, des formations comportementales approfondies adaptées aux réalités de travail du policier, le langage corporel canin, approche sans confrontation, cadre légal, éthique et d'intervention. Création d'un réseau d'agents référents formés de chaque poste de quartier pouvant être appelés lors des situations. Mise en place d'un protocole d'intervention clair pour encadrer les réactions des policiers en présence de chiens, éviter des gestes précipités, de documenter les décisions, l'évolution du programme. Le résultat attendu, c'est moins d'incidents tragiques, moins de violence,
plus de maîtrise lors des interventions, une image renforcée d'un corps policier professionnel, empathique, à l'écoute des réalités citoyennes, une amélioration concrète des relations publiques, notamment avec les propriétaires d'animaux. Madame Bélanger, je vais vous demander de poser votre question. Si vous... Oui, c'est bon. Attendez, je vais juste... Bien, je voudrais savoir... je voudrais savoir si vous serez, s'il y aurait une possibilité ou une ouverture, si vous serez favorable de tester un programme pilote en allant dans cette direction pour la protection des citoyens, des animaux et pour vous-même, les policiers, en tant en temps d'attaque ou avec les chiens, pour savoir comment maîtriser la situation pour pas qu'il y ait des incidents comme qui s'est passé avec mon chien de Mandy. Bonjour, madame. Premièrement, bonjour. Bonjour. Bien, premièrement, mes sympathies. Là, je sais que de perdre un animal est tout aussi traumatisant. Évidemment, je ne peux pas te parler de votre situation personnelle. Un, parce que je ne la connais pas, mais deux, c'est lié à une intervention policière. Évidemment, si vous croyez avoir été lésé ou qu'il y a eu erreur, quoi que ce soit, il y a toujours toutes sortes de tribunes, tant au SPVM et, entre autres, à la déontologie policière. J'admire votre approche, celle de regarder vers l'avant et d'améliorer les choses. Donc, oui, le SPVM est toujours ouvert à améliorer ses pratiques et ses façons de faire. On le fait constamment. Donc, on prend votre commentaire en bonne note qui sera adressé à notre section de la formation sur l'intervention spécifique auprès des animaux. Ceci étant dit, il y a des règles en matière de formation sur des institutions qui sont qualifiées et ainsi de suite. Donc, il y a des règles à la ville également là, sur la recherche de fournisseurs et ainsi de suite. Mais ce que je peux vous répondre d'emblée, c'est que oui, il y a toujours une ouverture au SPVM d'améliorer les façons de faire, sans dire que dans votre cas spécifique, c'est dû à quelque chose qui n'est pas correct, mais votre commentaire est vraiment pris en note. Madame Bélanger, est-ce que vous avez une question de suivi? Bien, je voulais terminer, je voulais faire ma conclusion. Je voulais terminer comme ça, puis voilà. Mais comment je le voyais, je vais vous l'expliquer. Je voulais voir, comme pour vous, ce serait 3 groupes de policiers. Ce serait le groupe intervention 1, 2, 3. Le 1, je donne un exemple comme ça, les ambassadeurs canins. C'est des policiers qui ont une affinité naturelle avec les animaux, n'ont aucune peur, n'ont jamais été impliqués dans aucun accident de morsure ou de conflit. Ils recevront une formation plus avancée, systématique, en première ligne pour toutes les interventions où les animaux sont en jeu. Les incidents, morsures, conflits avec les chiens ou simple présence de chiens sur les lieux, ils seront toujours en première ligne. Le groupe 2, les intervenants secondaires, les policiers pourraient ne pas avoir une affinité marquée avec les chiens, mais ils n'ont jamais été mordus. Donc, voilà. Et le 3, ce serait les observateurs. Groupe 3, ce serait les policiers qui craignent des chiens, qui ont déjà été mordus, qui n'aiment pas les chiens. Ils recevront une formation axée sur la sécurité personnelle, la reconnaissance des signaux d'avertissement, de la manière de sécuriser une zone sans interagir directement avec l'animal. Leur rôle sera de maintenir une sécurité, d'appuyer les autres groupes. Cette classification garantit que l'agent le plus qualifié et le plus à l'aise gère la situation tout en assurant à tous les policiers une connaissance minimale pour leur propre sécurité et celle de nos animaux. Pourquoi Mandy? Je sais que de Mandy, mon chien, il ne reviendra pas. Mais son nom peut avoir et doit devenir un symbole de changement, de prévention et de progrès au sein du service de la police de Montréal. Le projet de Mandy n'est qu'une réponse à une tragédie. Cette opportunité stratégique pour le SPVM d'être l'avant-garde d'une approche policière plus humaine, plus éclairée et pleinement ancrée dans les attentes de la réalité contemporaine de notre société. En adoptant cette initiative, le SPVM enverrait un signal fort, celui d'un corps policier qui apprend de ses erreurs, protège tous les citoyens et leurs compagnons et valorise l'empathie au même titre que l'autorité. C'est un pas essentiel vers une confiance renouvelée et une sécurité accrue pour tout Montréal. Merci, Madame
Boulanger. Écoutez, j'ai une autre question. Non, en fait, une petite question, c'est... Il faut aller directement à la question, s'il vous plaît. Moi, je veux savoir s'il y a une possibilité d'avoir un rendez-vous que je puisse vous remettre à un des corps, je ne sais pas c'est qui pourrait s'occuper de ça, mais que remettre le dossier totalement que j'ai fait pour vous. Voilà. On rentrera en contact avec vous à la fin de la séance. D'accord. C'est bien? Merci beaucoup à vous. Je tiens également à vous dire mes sympathies. Je pense que mes collègues également, parce que je comprends que c'était votre chien, que vous l'appréciez énormément. Donc, merci de vous être présenté. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc, la prochaine personne que j'ai appelée au micro est M. Marcel Lanoux. Bonjour, Madame la Présidente et membres de cette commission. Je suis déçu de ne pas avoir une brochure du rapport annuel comme j'ai eu dernièrement au service des incendies. L'été, à l'angle de la place Jacques-Cartier et de la commune, il y a beaucoup de circulation automobile l'été. Et les autos avancent au pouce. Il n'y a pas de feu de circulation. Il n'y a pas de cadet qui dirige la circulation. Je trouve ça anormal. J'ai du mauvais service de l'hôtel de ville de la ville de Montréal. C'est tout. Pour la première question ou en tout cas commentaire, il y a à l'avant le rapport annuel est disponible en version papier. Donc, oui, mais il n'est pas au complet. Ah, ça, c'est la présentation. Ça, c'est pour... oui, c'est la présentation. OK, je comprends. La présentation qui vient de se faire, là. Oui, tout à fait. OK, je comprends. On verra pour la prochaine fois s'assurer que le rapport complet soit présent. Est-ce qu'il va y avoir un rapport complet comme le service des incendies qui va être publié? Il est publié, en fait. Il est accessible. Oh, oui, tout à fait. Oui, Madame Rosa? En fait, je peux me permettre, c'est juste parce qu'il y a une petite coquille, comme on vous a expliqué, là, à la page 52. Donc, on a préféré ne pas imprimer pour l'instant de copie pour attendre d'avoir le bon document. Effectivement, en tout début de séance, nous a informé qu'à cause de la coquille, il y a des modifications qui vont être faites et le rapport complet sera disponible à ce moment-là sur le site de la commission. Oui, tout à fait. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir la copie en papier prochainement? À quelle date? On communiquera avec vous. Je peux vous remettre la mienne. Il faut juste prendre en considération ce que Mme Rosa a mentionné là, sur la coquille là, qui n'est pas corrigée sur cette copie-là. Vous me donnez ça. Merci. Pour ce qui est du deuxième commentaire concernant les cadets, au coin de... Rappelez-nous l'intersection. Quartier de la commune, dans le Vieux-Montréal. Il y a beaucoup de touristes et de gens l'été, là. Puis... C'est sûr que c'est un coin très achalandé, surtout en période estivale, puis en période les week-ends, les soirs. Les effectifs du poste de quartier 21 sont ajustés selon les besoins locaux. Donc, oui, il y a de la présence, puis il y a de la patrouille à pied, puis il y a des cadets, mais ils ne sont pas là de façon systématique. Donc, je vous invite à faire part de vos préoccupations directement au poste de quartier 21, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'effectifs qui sont déployés dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal, parce que c'est un endroit névralgique, puis il y a beaucoup de patrouilles qui se font, puis des patrouilles en mode alternatif à vélo, à pied, des cadets. Tout ça cohabite dans ce secteur-là. Merci. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, merci. Je vous remercie. Donc, maintenant, c'est la période, c'est le moment, en fait, de la période de questions et commentaires des commissaires. Donc, laissez-moi savoir, chers collègues, qui veut poser la question. J'ai Mme Ramos. Mme Ramos, vous pouvez commencer, puis après, je prendrai les autres commissaires.
Merci beaucoup, mais tout d'abord, merci pour la présentation. C'est vraiment apprécié. Et merci aussi pour le travail que vous faites. Alors, on a remarqué qu'il y a eu une augmentation au niveau du temps des réponses et c'est sûr que c'est quelque chose que peut inquiéter les citoyens. Alors, je voudrais savoir si vous pouvez nous indiquer, j'ai aussi entendu dans la conférence de presse qui a été faite par M. Daguerre, qui avait ces temps de réponse-là étaient dus au fait qu'on voulait prioriser la sécurité. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous voulez dire par prioriser la sécurité au niveau des déplacements et est-ce que cela a un impact au niveau des services d'urgence? Et en même lien avec ça, on a entendu de la part de la fraternité que le manque d'effectifs sur les terrains, selon eux, pourrait avoir un impact sur les délais de réponse. Alors, est-ce que de votre côté, vous avez la même lecture de la situation? Merci. Pour le délai de réponse aux appels, c'est multifactoriel. On sait que la criminalité se complexifie, le temps passé sur les appels s'allonge souvent parce que le travail est plus complexe. À ça, les temps de déplacement aussi, ce qu'on demande à nos policiers, c'est oui de se déplacer de façon diligente, mais tout en ne mettant pas la santé et la sécurité des autres usagers de la route. La leur, vous savez, à Montréal, il y a des piétons, il y a des cyclistes 24/7 partout. C'est pas parce qu'on a un véhicule avec des gyrophares sirènes que les gens nous voient. Donc, les policiers sont extrêmement prudents sur l'île de Montréal, ce qui peut expliquer en partie, peut-être pas en totalité. Vous parlez des effectifs policiers. On a les effectifs nécessaires. On s'approche du plein emploi. Ça fait plusieurs années que notre net de policiers versus ce qui rentre comparativement à ce qui sort, en 2023, on était plus 91, l'année dernière, plus 147. Donc, on s'approche du plein effectif. Est-ce que les besoins sont grands? Bien sûr qu'ils sont grands. Là, tout se complexifie. Il y avait un autre angle à votre question aussi. C'était un peu... si vous partagiez l'avis de la fraternité en lien avec la lecture qu'ils font, là, que c'est vraiment à cause du manque d'effectifs qu'il y aurait un impact sur les délais des réponses. Non, on ne partage pas cet avis-là. On dit nos taux d'absence dans l'ensemble de nos postes de quartier ont significativement baissé. Là. On n'est plus dans la situation où il y a 2 ans où nos taux d'absence étaient très préoccupants. Maintenant, là, on est dans une zone plus confortable. Mais il faut savoir qu'on est en mouvement versus les délais de réponse aux appels. On a la géolocalisation en temps réel avec la répartition par proximité réelle qu'on vient de mettre en action dans les derniers mois où, de façon systématique, le véhicule qui va être réparti pour les appels d'urgence, ça va être le véhicule le plus près de l'adresse et non plus un véhicule choisi dans le secteur où, parce que je vous donne un exemple, on est dans le PDQ 49. C'est un grand PDQ dans l'est de l'île, mais si vous prenez un véhicule qui doit répondre, qui se retrouve près de Repentigny, puis qui doit répondre à un appel de prio 1 près de Georges V, ça fait moins de sens que quelqu'un qui est au 48 puis qui serait très près de l'adresse. Donc, ça, on est en train de mettre ça en face, puis dans les prochains mois, ça va avoir un plein effet. On est convaincu qu'avec ce nouveau système-là, on va être capable de baisser à terme là, nos temps de réponse aux appels. Monsieur Boukala. Merci, Madame la Présidente. Donc, dans le rapport, on voyait, dans le fond, le rapport 2023, en fait, plutôt, mais bon, ça va faire un lien avec celui-ci, mais c'est, dans le fond, qu'il y a une diminution du nombre de constats émis à l'aide du SRPI, donc qui était notamment relié au changement du système informatique de la SAC. Donc, en quoi ce système est important dans vos opérations? Mais c'est un système de caméra qui se retrouve près des gyrophares du véhicule. C'est des systèmes de caméra qui scannent en temps réel toutes les plaques que le véhicule va croiser. À ça, on coupe une banque de données de véhicules qui n'ont pas le droit de circuler ou des propriétaires qui ont des permis suspendus. Donc, quand la caméra détecte un de ces véhicules-là, il y a un signal qui est envoyé au policier en lui disant « ce véhicule-là n'a pas le droit de circuler » ou « ce conducteur-là, le propriétaire, n'a pas le droit de conduire ». Ça fait en sorte que les policiers, dans le cadre de leur patrouille, peuvent faire des interventions sur des gens en délit.
Dernièrement, vous n'êtes pas sans savoir que la SAC, c'est difficile. Les banques de données, là, on a beaucoup de difficultés. Puis on a surtout reçu beaucoup d'avis de la SAC de façon répétitive, à savoir de ne pas prendre pour acquis que l'information qui nous était disponible, elle était valable. Donc, il y a un pouvoir de discrétion des policiers, ou même si on savait que le système disait que le véhicule est en infraction ou pas, on donnait souvent le bénéfice du doute parce que la SAC nous avisait que les banques de données n'étaient pas valables. À ça, vous posez une autre question, à savoir, y a-t-il une diminution des billets? Bien sûr qu'il y a une diminution des billets parce que le système est moins performant. Puis à cela, la SAC nous informe récemment que si on veut continuer à utiliser ce programme-là, il va falloir que la Ville de Montréal l'acquiert parce que c'était une gratuité qu'on avait depuis des années. Donc ça, il va falloir l'inscrire dans un projet de TI éventuellement si cette décision-là est prise, mais c'est des millions de dollars. C'est des équipements informatiques qui sont coûteux. Parfait. Merci. Ça répond à la question. Monsieur McQueen. Merci. Alors, merci pour la présentation. Je suis désolé, je n'étais pas là lundi, alors je n'ai pas pu poser ma question ce jour-là. Par contre, peut-être c'est plus... c'est bon de la poser aujourd'hui, car j'ai lu le rapport rapidement, et là, j'ai lu l'article dans le journal qui disait que le taux de criminalité avait monté dans la ville de Montréal, et je pense que c'était dans le Journal de Montréal ou TVA, et j'étais un peu surpris par ce headline-là. Alors, je voulais peut-être poser des questions un peu plus précises sur taux de criminalité. Parce que je ne suis pas expert dans la criminalité, mais j'ai toujours lu que la statistique criminelle la plus sûre d'année en année, et en comparant les villes, c'était le taux de meurtre, murder rate. Parce que ça, it's always declared, tu sais que c'est ça, c'est un chiffre très absolu. Alors, j'ai des questions assez précises pour vous. Premièrement, vous avez vous-même suggéré ça, alors je vais être explicite et certain que vous avez dit ça. Il y a des crimes que le taux de people are advising you of the crimes more than they used to. Alors, dans les crimes sexuels et les crimes de haine, il y a eu, et je ne dis pas que je suis contre ça, aucunement contre, mais si la population prend acte que ces comportements ne sont plus acceptables, ils vont vous appeler plus pour dénoncer plus de crimes. Alors, certainement, dans un parcours de une ou quelques années, ça pourrait donner l'impression que le taux de criminalité monte. Ai-je raison? Bien, si on prend, par exemple, les crimes et incidents haineux, oui, vous avez raison, c'est le type de crime qui, de par le passé, les gens étaient plus réticents pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas nécessairement une question de confiance, mais il y a plein de raisons. Oui, on a fait beaucoup d'efforts. Donc, le fait que maintenant, il y a beaucoup plus de sensibilisation peut amener une hausse, mais il peut y avoir également, là, selon nous, le contexte mondial qui vient jouer. Là, on l'a vraiment constaté dans le conflit au Moyen-Orient, a vraiment exacerbé des tensions. Donc, il peut y avoir aussi cette explication-là. Parfait. Alors, il peut y avoir les deux. Je suis d'accord avec ça. Deuxièmement, et ça, je pense que vous l'avez dit ou suggéré, si vous menez des opérations contre les drugs ou des armes à feu, ça peut encore tout d'un coup vous attraper plus de gens qui ont des armes à feu ou qui ont de la drogue sur eux. Alors, encore une fois, ça peut donner l'impression d'une hausse de criminalité quand c'est vraiment une hausse de répression. Encore que je ne suis pas aucunement contre, c'est correct, mais ça peut montrer que les statistiques peuvent monter une hausse de criminalité à cause de ça. Est-ce exact? C'est exact. Quand on est plus efficace dans une sphère d'activité et qu'on a plus de résultats, ça peut laisser transparaître une hausse de criminalité, mais des fois, le lien, ça l'explique une partie, ça ne l'explique pas en totalité. Je vous donne l'exemple des manquements de conditions de probation. C'est quelque chose à laquelle on s'occupe beaucoup présentement en lien avec la violence armée. C'est sûr que nos statistiques d'accusation liées à ces criminalités-là ont augmenté, mais ça fait aussi partie de nos priorités d'action. Parfait, merci beaucoup. Alors, peut-être la question la plus chargée politiquement, et je ne sais même pas si vous allez pouvoir répondre,
Dans votre opinion, est-ce que le taux de criminalité à Montréal a augmenté en 2024 contre 2023? Bien, en fait, on doit se fier, là, parce que c'est très complexe, hein, je l'ai mentionné, M. Couture aussi, il y a des sphères d'activité dans lesquelles on travaille, mais il y a aussi des crimes qui sont clairs et nets et on le voit, ils sont là, donc c'est un amalgame de choses. Mais si j'en reviens au rapport annuel qui a été publié aux statistiques, ce sont les crimes dans la criminalité, une hausse de 3,4 %. C'est les crimes contre la personne, dans le fond, qui ont augmenté. Puis dans les crimes contre la personne, bien, on a les voies de fait simples qui ont augmenté. On a aussi les cas de menaces qui ont augmenté. Donc, c'est une tendance qui est nationale. Hein? Depuis la fin de la pandémie, on a une augmentation. Mais c'était déjà un constat qu'on avait d'avant la pandémie. Donc, on revient au même taux qu'on avait avant la pandémie, mais c'est un constat qui est similaire à toutes les autres villes. Mais je vous dirais que là-dessus, la Ville de Montréal est en deçà de la tendance canadienne. Donc, elle suit la tendance, mais est en deçà de ça. Ce qui nous dit que, oui, vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, au début de la rencontre, il y a des beaux résultats, mais il demeure encore des défis. Donc, le travail de la police, c'est d'être capable, à partir d'un bilan comme ça, de regarder qu'une planification stratégique, de voir à long terme quelles sont les grandes priorités dans lesquelles on doit s'engager et qu'est-ce qu'on doit faire collectivement pour s'y attaquer. Donc, quand on voit dans une sphère une hausse marquée, présentement, ce sont, par exemple, les crimes avec armes blanches. Mais ça, c'est un constat qui... Puis on ne s'en cache pas, hein, c'est le bilan, donc c'est de la statistique pure, mais quand on voit une hausse à quelque part, on doit vraiment le regarder. On parlait des jeunes tantôt qui sont impliqués dans des crimes. C'est quelque chose qu'on doit remarquer également. Le bilan routier est également une des constats où on voit qu'il y a des sphères dans lesquelles il faut travailler encore plus fort, donc on ne s'y cache pas. Mais il faut vraiment voir les tendances et c'est pour ça qu'on présente le bilan. Pour en faire le constat, mais pour nous, ça nous permet de voir en avant. Bien, merci pour ces réponses. Et peut-être mes paroles peuvent être mal interprétées. Je suis 100% derrière vous pour tous les... C'est toujours perfectible et si on peut baisser le taux de criminalité, excellent. Et toutes sortes de... S'il y a des nouveaux crimes ou qui montent, qu'on soit là-dessus. Alors, aucun problème avec tout ça. Dernière observation, alors vous avez maintenant mentionné 3,4 %. Si j'ai bien raison, je crois que la population de Montréal a augmenté en 2023 et 2024 d'à peu près 3 % aussi. Mais vous avez raison, la population augmente, mais quand on parle de Montréal, on parle beaucoup de la population, mais il y a une grande population flottante également. Donc, on a beaucoup de travailleurs, de touristes, d'étudiants. Donc, Montréal décuple là, à certaines périodes. Là, donc, c'est important d'être présent et de travailler avec nos gens. Monsieur Gratton. Oui, merci. Dans votre présentation, vous avez abordé un peu, dans la diapo qui parlait de violence conjugale, du protocole en cas d'étranglement, en cas de violence conjugale. Bon, vous avez expliqué un peu c'était quoi, mais je comprends que c'était un projet pilote. Je voudrais savoir si vous pouviez l'expliquer un peu plus, voir ce que vous en tirez comme bilan jusqu'à maintenant, si vous prévoyez étendre ça. Je pense que c'est limité pour l'instant à un secteur spécifique. Est-ce que vous prévoyez étendre ça? Puis, c'est ça. Quels ont été les résultats jusqu'à maintenant? Bien, c'est une excellente question. Je suis content de pouvoir avoir la tribune parce que c'est un dossier qui, quand je parle de hausse et on constate des choses, c'est important de voir stratégiquement. Donc, quand on voit cette proportion-là, c'est important de le regarder avec sérieux. Et ça concerne nos victimes, c'est plus de 80 % de femmes. Donc, on a fait l'inventaire des meilleures pratiques qui existent et c'est à force de regarder chez certains partenaires qu'il existe des études. C'est là qu'on a été mis au courant de l'étude que je mentionnais tantôt où quelqu'un qui tente d'étrangler sa partenaire, bien, la personne elle a 7,5 % plus de chances de mourir par la suite. Donc, c'est vraiment hyper grave. Puis l'étranglement, bien, ça ne paraît pas nécessairement, puis on pouvait peut-être minimiser. La première des choses, c'est la sensibilisation. Mais la sensibilisation de la population, puis on en a la tribune aujourd'hui. Donc, il ne faut pas minimiser l'étranglement. La deuxième, ce sont nos intervenants. Donc, intervenants en premier lieu. Excusez-moi, oui? Point d'ordre, Madame la Présidente. Quelqu'un m'informe que ça doit être sur l'Internet, l'Internet pour le... Oui, on a des difficultés sur le YouTube, mais les personnes pourront avoir accès en web diffusion par la suite.
Donc, il y a parmi les intervenants, évidemment, nos propres policiers qui soient sensibilisés. Donc, on leur a donné une formation. Ensuite, quand le dossier progresse à la Cour, il faut que les procureurs soient également sensibilisés. Donc, le projet est avec le DPCP, donc les procureurs. Puis maintenant, ce sont des efforts qu'on fait avec le système de santé. Parce que quand la personne est aussi transportée à l'hôpital, c'est important que le personnel soit aussi sensibilisé à ça. Donc, c'est un projet pilote qui a lieu dans la région Est. Donc, le territoire est divisé en 4 régions. C'est la région Est. Et c'est cet automne qu'on va avoir l'analyse, la finalité du projet pilote. Ce que je peux vous dire, je ne peux pas vous parler de quelle sera la finalité, puis ça serait pas correct de ma part de devancer les résultats, mais jusqu'à maintenant, les commentaires qu'on reçoit de tous les intervenants, c'est que c'est vraiment très positif. Mais je l'ai mentionné aussi tantôt, les autres services de police ont un vif intérêt. Donc, je pense que c'est une avancée, c'est une belle sensibilisation, là. Avant de vous donner la parole, j'ai peut-être une question que j'aimerais poser. On a parlé tout à l'heure d'exploitation criminelle, notamment un sujet qui nous intéresse énormément à la CSP, des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de qu'est-ce que le SPVM fait pour contrer ce phénomène qu'on comprend est en augmentation? En fait, on est bien au fait du phénomène. Vous savez que la criminalité change. Il y a toute une sphère de la criminalité qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Les organisations criminelles utilisent ces tribunes-là pour recruter des jeunes. Donc, on met des contrats en ligne sur des plateformes que nous, les adultes, on ne consulte pas vraiment, là, mais pour des vols de véhicules, pour des attentats, pour mettre le feu, pour aller tirer sur une résidence. Les jeunes répondent présents sur ces réseaux sociaux-là. C'est pour ça qu'ils se filment pendant qu'ils font l'acte pour être payés plus tard. Donc, c'est toute une nouvelle dimension où toute notre cybercriminalité, où on doit s'y attaquer de façon différente. Mais concrètement, ce qu'on fait, on a des équipes dédiées à la lutte à la violence armée. Puis notre priorité, c'est ça, la violence faite par les jeunes, c'est la priorité de l'ensemble de ces équipes-là. On utilise les stratégies des collectifs où on a une approche où on fait autant de la prévention que de la répression auprès des personnes susceptibles de passer à l'acte, mais auprès de leur famille, les frères, les sœurs, les familles. On tend la main aux parents, puis on essaie de les référer à des organismes qui vont pouvoir prendre charge de façon concertée. Donc, on a un réseau de partenaires qui sont prêts à nous aider là-dedans. On multiplie aussi les rencontres auprès de plein de forums, certaines communautés qui sont plus visées. Puis on travaille avec des commissions scolaires. Donc, on fait de la prévention tout azimut, mais surtout, via nos cellules de renseignement, on décèle les individus les plus à risque et leur entourage pour aller de façon proactive, tendre la main avant qu'il y ait un passage à l'acte. Ça explique une partie de la baisse, mais c'est quelque chose qu'il faut maintenir puis peser sur l'accélérateur parce que le phénomène de recrutement, c'est quelque chose qui est en accélération. Est-ce que vous pouvez nous définir, c'est quoi la stratégie des collectifs? Les collectifs, c'est qu'on a joint, au lieu de toujours, mettons, faire des projets d'enquête et de procéder à une arrestation et des accusations, à cela, on ajoute autant d'efforts en prévention. Donc, quand on rentre dans souvent, mettons, pour un jeune qu'on va aller arrêter pour une agression armée, puis souvent, que quelqu'un qui n'a jamais eu d'antécédent, puis que les parents tombent des nues là, quand on va procéder à l'arrestation, mais on va tendre la main, puis on va être présent à court, moyen terme avec. On va offrir du support, du référencement avec des organismes qui sont financés, notamment par la Ville de Montréal dans l'Est avec le projet Pivot. Puis c'est une initiative qu'on va essayer de reproduire sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal, mais notre projet pilote se retrouve dans l'Est là, présentement. Puis ces ressources-là, en prévention, peuvent faire du référencement, de l'accompagnement, puis être disponibles, pas juste la journée de l'intervention, mais de façon continuelle avec les familles et les personnes qui en ont besoin, puis de s'assurer de les faire entrer dans un réseau d'entraide puis de partenaires, puis qu'il y ait vraiment un entourage, puis une bulle qui se fait autour de nos jeunes vulnérables pour les aider à sortir de cette dynamique ou cette trajectoire criminelle-là. Comme vous avez nommé le projet Pivot, puis que je vois que M. Harrison Gautreau est présent, je sais que je vous ai entendu parler par le passé du projet Pivot. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu plus? Puis après, je vous donnerai la parole, Mme Ramos. Mais le projet Pivot, en fait, c'est des partenaires qui sont financés avec des experts en intervention auprès des jeunes, qui sont des partenaires du SPVM. Un coup qu'on leur réfère des gens, ils sont complètement autonomes. Ce n'est pas le bras, un bras de la police
dans le sens qu'on est des partenaires, on se complète dans des actions, dans de la concertation. Puis quand on leur réfère des jeunes qui sont volontaires pour entrer dans une démarche pour s'aider, on les réfère à ces organismes-là qui ont les capacités de les encadrer sur du long terme. Donc, c'est une ressource précieuse pour nous parce que nous, quand on a une sphère d'opportunités qui arrive avec un jeune qui est sensible au message qu'on leur donne avec les parents, ce qui est important, c'est que le milieu communautaire puisse en prendre charge maintenant. Il ne faut pas qu'il y ait de temps entre les deux, là. Donc, dans l'Est, c'est quelque chose de très prometteur pour nous, là. Puis je suis convaincu que les résultats, quand on sera en mesure de les présenter après un petit peu plus qu'un an, là, on va essayer de voir comment on peut reproduire ça à la grandeur de l'île. Merci. Madame Ramos. Merci beaucoup. En 2019, l'SPVM avait adopté une nouvelle stratégie qui visait en fait à rapprocher les agents de circulation des lieux qui étaient problématiques au niveau local, ce qui semblait être une bonne idée. Cependant, il y a quand même eu des critiques au niveau, on l'a vu, médiatique, sur le fait qu'il semble que les policiers sont moins... les médias rapportent qu'il y a moins de contrôle de comportements dangereux chez les automobilistes. Ça, c'est de la critique médiatique. Le nombre de constats, on le voit, est en chute, puis le nombre des collisions avec des blessés graves et légers sont en augmentation. On sait que les radars photos sont vraiment une solution, puis c'est un dossier qui doit avancer. Mais j'aimerais quand même vous entendre, peut-être nous expliquer un petit peu plus davantage les stratégies du SPVM concernant les déploiements des patrouilleurs routiers. Nous avons toujours sur le terrain des employés qui sont chargés spécifiquement d'effectuer des vigies concernant les comportements dangereux. Et selon vous, pourquoi est-ce que le nombre des tickets est en chute en ce moment? Merci. Votre question comporte plusieurs volets. Pour le nombre de personnes dédiées à la sécurité routière, en fait, avant 2019, ils étaient régionalisés. On avait 4 groupes dans chacun, nord, sud, est, ouest. On a décidé de les redéployer dans l'ensemble des postes de quartier. Donc, le nombre de ressources dédiées à la sécurité routière ont resté les mêmes, mais la gouvernance a été décentralisée dans les postes de quartier. Le nombre de billets, depuis la pandémie, il y a eu comme une certaine chute, là, où on avait moins de circulation de façon marquée, tout ça. Mais on avait aussi un taux d'absence quand même significativement plus élevé. Donc, quand on a des taux d'absence très, très, très élevés, le nombre de ressources dédiées est maximisé sur la réponse aux appels et aux besoins essentiels. Mais dans aucun cas, on a baissé le nombre d'effectifs en sécurité routière. Vous pouvez voir que l'année dernière, de façon globale, nos nombres de billets ont augmenté. Donc, c'est une priorité. À chaque année, on fait un plan directeur en sécurité routière. Cette année, on a 4 axes principaux qui sont les usagers vulnérables, les infractions aux intersections, la vitesse et la capacité affaiblie. Donc, on suit ça de façon très serrée, mais en même temps, on l'a dit tantôt, la population de Montréal augmente, le parc automobile augmente, il y a de plus en plus de piétons, de transports actifs, de vélos. Montréal, on est une ville qui est très proactive dans les voies cyclables. Il y a des milliers de vélos qui circulent. Toutes ces cohabitations-là augmentent les risques de collision. Donc, il faut continuer de sensibiliser, oui, mais aussi discipliner de certains individus qui font des actes qui sont dangereux envers les usagers de la route. Donc, nos billets continuent d'augmenter, mais c'est une de nos priorités, puis c'est quelque chose qui est inclus dans l'ensemble des plans d'action des chefs d'unité. J'ai une autre question à vous poser. Tout à l'heure, en fait, vous nous avez parlé d'une nouvelle équipe pour ce qui est des personnes disparues et en fugue. Moi, ce que je remarque, c'est que sur mes réseaux sociaux, il n'y a pas comme 3 jours qui passent sans que je vois une personne disparue en fugue. Puis je comprends que ce n'est pas toutes ces publications qui sont véridiques. Qu'est-ce qui est fait pour, pas enlever la crédibilité, mais enlever comme... l'urgence d'agir quand on en voit presque à chaque 3 jours? Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est réellement une personne disparue ou une fausse disparition? Ça pollue nos publications, puis je trouve que ça enlève un peu
l'urgence d'agir pour le citoyen, de voir quel est le vrai du faux. Qu'est-ce qui est fait pour nous aider? Il faut distinguer les alertes Amber et les disparitions. Quand il y a une alerte Amber, c'est souvent quand un enfant est en danger avec plusieurs facteurs spécifiques, ce qui arrive moins souvent. Mais les disparitions, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour le SPVM. Tantôt, je vous ai dit, c'est 7 000 par année rapportés, mais à tous les jours, on entame des enquêtes et des déploiements de policiers pour 20 disparitions par jour. 20. Vous imaginez le temps homme consacré. Ça, c'est quand on les recherche de façon active avec des déploiements de policiers, c'est parce qu'on craint pour la santé et la sécurité de la personne disparue. Il y a des raisons qui nous laissent croire qu'il faut entamer des recherches et mettre tout en branle pour les retrouver. Moi, ce que je peux vous dire, que vous parlez que sur vos réseaux sociaux, vous recevez des notifications. Nous, le SPVM, on en publie des avis. Si ce n'est pas un avis publié par nous, mais c'est publié par quelqu'un d'autre, là, vous pouvez peut-être douter, là, je ne peux pas prêter de mauvaise foi à personne, mais le SPVM, nous, on publie de façon assez régulière parce que c'est un outil important pour nous que le public puisse nous aider. Mais c'est vrai qu'à force de trop publier, des fois, on perd cet intérêt-là, mais la problématique, elle est entière. Puis avec le vieillissement de la population, puis une certaine fragilité accentuée d'une partie de la population, il y a beaucoup de personnes qui ont des facteurs de vulnérabilité qui nous amènent à pouvoir publier pour maximiser nos chances de les retrouver. Mais vous avez raison de dire que c'est quelque chose qu'il faut garder sur le radar parce qu'avec le vieillissement de la population, les problèmes cognitifs qui s'accélèrent, on n'a pas le choix de chercher. Imaginez-vous, on cherche fort l'été, mais quand l'hiver arrive, ces personnes-là disparaissent, mais on ne ferme aucune porte, puis souvent on va médiatiser souvent pour nous aider parce que c'est un outil important. Une autre question en lien justement avec les appels que vous recevez du 911. On parle de plus d'1 500 000 appels. Je sais que par le passé, plusieurs de ces appels étaient en lien avec des problématiques psychosociaux. Là, je n'ai pas le pourcentage. Je suppose que c'est encore le cas. C'est une portion importante d'appels que vous recevez. Et comment est-ce que vous vous assurez que la formation des policiers, puis je parle pas seulement à l'École nationale, mais également la formation continue, puisse répondre au contexte social qui est changeant. On parle de personnes en situation d'itinérance en augmentation, problématiques au niveau de la toxicomanie, et j'en passe. Comment est-ce qu'on s'assure, parce que c'est vous prioritairement qui répondent à ces appels, comment on s'assure que les policiers, même si ce n'est pas leur corps, c'est pas leur mission première, puissent répondre à tous les appels? Votre question comprend plusieurs volets. Vous savez, nous, on a une attention particulière à Montréal pour toutes ces problématiques-là parce qu'on les vit de façon très intense. Il y a toute l'induction des policiers, les scénarios quand on les embauche, puis il y a comme 5 semaines de formation où on les sensibilise beaucoup aux problématiques de Montréal. On les envoie en immersion dans certains organismes liés à ces problématiques-là, de la toxicomanie, l'itinérance, ces choses-là. Il y a toujours de la formation continue aussi qui se donne en désescalade dans l'ensemble des policiers. Sur chaque équipe, habituellement, il y a un spécialiste en réponse en intervention de crise ou un policier a une formation supplémentaire pour pouvoir venir épauler ces policiers. Mais vous savez, les policiers, on ne sera jamais des intervenants social. On est des intervenants sociaux, mais on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes, puis c'est nous qui sommes 24/7 disponibles pour répondre. On multiplie les équipes mixtes aussi, on travaille avec la santé, avec des infirmières, on a des équipes dédiées à l'itinérance. Il y a le projet de la fusion du poste 21-22 où on va mettre près de plus de 40 policiers en résolution de problèmes où eux vont pouvoir prendre des situations beaucoup plus complexes sans être répartis sur des appels puis prendre le temps de référer et de s'occuper de problématiques de niveau 2 avec ces gens-là. Donc, on multiplie les actions de façon tout azimut, mais en même temps, on a besoin de la santé avec nous là-dedans. Là. Puis oui, ils répondent présent, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Merci. Madame Ramos? Merci. Moi, il me resterait 2 questions. Je peux aller une après l'autre. En 2023, il y avait un manque de ressources disponibles et le SPVM avait lancé un programme des réservistes qui permet
aux policiers récemment retraités de travailler quelques dizaines d'heures par mois. On a vu récemment, lundi dernier, dans le journal de la presse, que ce programme va être amputé. Il va y avoir des changements assez drastiques. M. Daguerre avait expliqué que le programme serait coupé pour respecter le budget du SPVM et que les sommes investies provenaient des fonds disponibles pour les postes qui étaient vacants. Les nombres de postes vacants, on l'a vu entre 2023 et 2024 et sont toutes semblables. Avons-nous suffisamment de policiers et de personnels pour se passer de ces programmes? Est-ce que aussi, avez-vous les fonds nécessaires pour procéder à l'embauche de ces 300 postes vacants chez les policiers et policières? C'est ma première question. La situation des postes vacants nous permettait de financer ces choses-là avec la diminution des postes vacants, puis là, le 300 postes vacants, c'était une photo au 31 décembre 2024. Je crois qu'aux alentours, on est à 244, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Mais là-dessus, on a aussi 144 policiers auxiliaires. Ils ne sont pas des employés permanents. Fait que, somme toute, on est proche du plein emploi, ce qui nous enlève une marge de manœuvre financière dans le budget qui nous est attribué. Donc, on doit gérer de façon responsable tout ça. On n'est pas à dire aujourd'hui qu'on n'a pas de besoin à combler avec ces réservistes-là, parce que les besoins, ils sont partout. Mais avec l'espace budgétaire disponible qui est réduit, mais éventuellement, on doit diminuer les heures attitrées à ces réservistes-là qui nous sont très utiles. Même année, il faut comme balancer notre budget puis de gérer de façon responsable. Puis on a diminué les heures attribuées aux réservistes. Parfait, merci pour la réponse. Je finirai avec ma dernière question. Pour les activités du Grand Prix des F1, il y a près de 20 policiers qui vont assurer la sécurité directement sur les sites. Encore une fois, selon le journaliste, selon Novo, la facture est d'environ 150 000 et qui sera payée en fait par le groupe Octane. L'administration, on le sait, il y a eu des discussions là dans les années précédentes sur le débat. Il y avait un débat concernant la manière dont on devait facturer ou pas les festivals. En ce moment, c'est toujours dans des analyses de ce qu'on a compris. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, si le SPVM est présentement en préparation ou il y a des négociations qui se font avec d'autres types d'ententes, en fait, pour des facturations avec d'autres festivals en ce moment? Oui, vous avez raison. Le groupe Octane pour le Grand Prix ont commercialisé des policiers, mais ça, c'est ceux qui vont être directement à l'intérieur du site, mais on a quand même une multitude de policiers qui sont directement pour l'événement et en périphérie et les activités également complémentaires. Il faut comprendre que le Grand Prix, c'est le service d'ordre, le plus grand service d'ordre de l'année qui génère l'implication de plus de policiers. Il faut comprendre que tous ces services-là ont un impact financier très, très, très important sur le service de police, donc par l'entremise sur la Ville de Montréal. Donc oui, depuis un certain temps, on apporte l'idée à ce que certains promoteurs puissent donner une contribution pour la présence des policiers. Donc comment qu'on fonctionne, c'est qu'on commence déjà à en parler à certains promoteurs. Ce qui était le cas avec le promoteur pour le Grand Prix depuis l'année dernière, où on a eu des approches là, avec lui. Mais vous avez raison, on travaille également avec la Ville de Montréal où on est en train de faire des analyses sur quel type d'événement, justement, pourrait contribuer à pouvoir payer des services policiers. Puis, je comprends, ça se fait ailleurs ou ce type de démarches se font aussi ailleurs dans le pays? Si on prend Ottawa, si on prend Toronto, là, la totalité des événements sont payés par les promoteurs. Donc, je ne dis pas qu'à Montréal, tous les événements doivent être ainsi. C'est justement pourquoi il faut en faire une analyse et regarder quel type d'événement se produit à Montréal, parce qu'on est quand même, je l'ai dit tantôt, une ville qui bouge beaucoup. On a énormément d'activités, mais force est de constater que certains événements se devraient effectivement de pouvoir payer les services là, engendrés par la présence de policiers. Merci beaucoup. Merci.
On parlait justement des services d'ordre, mais pour ce qui est des manifestations, vous l'avez mentionné, on a beaucoup de manifestations, souvent en lien avec des événements internationaux. Comment est-ce que le SPVM fait en sorte d'amoindrir les tensions, justement pour prévenir que les manifestations débordent? Bien, la première chose, si je prends la manifestation lorsqu'elle a lieu, donc sur l'opération comme telle, la première des choses, la plus importante, c'est qu'une manifestation, c'est le droit de manifester. Donc, c'est dans la Charte canadienne. Donc, les policiers ne peuvent pas être là pour empêcher une manifestation, à moins que ça contrevienne à des lois, des règlements. Donc, quelqu'un ne peut pas ne commettre un acte criminel parce qu'il veut manifester, bien évidemment. Mais même en matière de réglementation, il y a eu plusieurs décisions judiciaires dans les années passées où il a été déterminé que pour certains types d'infractions, ce n'était pas assez grave pour empêcher une manifestation parce qu'il y a autre chose qui peut être fait. Donc, nous, notre stratégie, la première des choses, c'est d'être présent pour que les manifestants, dans un premier temps, soient en sécurité. Donc, ça se passe sécuritairement. Comme par exemple, s'ils sont sur une rue et ils veulent marcher, bien, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de circulation pendant ce temps-là. La deuxième, c'est assurer la sécurité également de toute personne qui est en périphérie, des citoyens ou des personnes qui sont propriétaires d'endroits. Donc, il faut s'assurer d'une certaine sécurité. Notre approche est tout le temps, comme on le fait dans plein d'autres situations, est celle de la communication. Donc, on a une approche auprès des organisateurs pour leur dire c'est quoi nos attentes. Et dans la majorité des cas, dans la presque totalité des cas, on a une pleine collaboration sur la façon de procéder. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est une collaboration, le respect des règles et des règlements, mais la manifestation, elle a le droit d'avoir lieu. Une autre question que j'ai, c'est en lien avec les équipes mixtes. Dans le rapport, on indique qu'en 2024, ECCR a pris fin, également EMI aussi. Est-ce qu'il y a des bilans qui ont été faits suite à la fin de ces équipes mixtes? Puis quels sont les constats? ECCR, je peux vous dire, c'était des policiers qui étaient très appréciés et qui ont fait une différence rapidement. Ce qui nous a amené à mettre fin à ces équipes-là, c'est vraiment un enjeu budgétaire qui était financé par le MSP, qui ont décidé de ne pas reconduire l'entente. Ce que je peux affirmer, c'est que l'ensemble des policiers qui étaient attitrés à cette équipe-là ont eu la chance de se relocaliser à titre de patrouilleurs à pied. Donc, l'expertise a été conservée, mais décentralisée, un peu comme je vous expliquais tantôt avec les agents de circulation. On l'a conservé. Fait que oui, le SPVM, on croit aux équipes de concertation, on croit au mode de patrouille auxiliaire. C'est pas toujours dans un véhicule de police en répondant aux appels qu'on a le temps de tisser des liens avec l'ensemble des populations. Puis ces policiers-là, c'est des ambassadeurs pour nous. Fait qu'on a augmenté de façon significative le nombre de patrouilles à pied. Je crois qu'on est rendu à près de 66. Puis c'est une tendance qu'on veut maintenir. Puis le projet qu'on met en place dans le centre-ville avec le 21-22, on va les augmenter de 50 déjà là aussi. Donc, on est conscient des impacts sur le terrain qu'ont ces gens-là avec les populations. Puis c'est pour ça qu'on a trouvé une manière détournée de conserver l'expertise puis la redéployer autrement. Puis pour ce qui est d'EMI, est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce qu'il y a un constat qui est fait à la fin de EMI? EMI, c'est quelque chose de différent. C'est que EMI, les employés civils qui étaient financés, quand ils ont vu que leurs collègues de CCR ont tous perdu leur emploi, ils ont commencé à magasiner ailleurs des emplois, puis c'était des employés comme recherchés pour plein d'institutions publiques. Donc, nous, quand on ne pouvait pas leur garantir que le financement allait être reconduit de façon naturelle, ils se sont tous relocalisés ailleurs. Donc, c'est difficile pour moi de dire un constat parce que l'équipe n'a jamais pu prendre son plein essor. Il y a eu comme une tempête parfaite, puis il y a des policiers qui ont été délocalisés en même temps, plus les ressources civiles qui démissionnent une à une pour aller ailleurs avec des permanences. Ça fait en sorte que nous, on a mis fin à l'équipe EMI, puis ça faisait plus de sens quand il nous restait juste 6 mois de doter des postes qu'on allait perdre de toute façon avec un désengagement des sommes allouées par le MSP. Je comprends. Peut-être 2 dernières questions. Au nord-est, il y a le déploiement des MIS.
à travers en tout cas 4 arrondissements pour le Nord-Est. Et je me questionne au niveau de la collaboration. Comment est-ce que le SPVM collabore avec IMIS qui est déployé présentement dans le Nord-Est de la ville? C'est embryonnaire, sont en déploiement là. Ça, de ce qu'on va s'assurer, c'est avec mes équipes locales, les commandants de quartier puis les patrouilleurs, qui aient accès aux moyens de rejoindre ces équipes-là, leur horaire, tout ça, puis être capable de systématiser un genre de référence quand ça tombe dans le terrain qu'EMIS peut occuper. Donc, ces liens-là sont à construire, mais ils existent déjà au centre-ville. Fait qu'on va reconduire le genre de modèle, l'échange des téléphones, des horaires, puis la connaissance des gens. Il faut que les gens se connaissent. On veut que les gens se rencontrent, puis qu'ils comprennent le mandat d'EMIS, puis en même temps de développer le réflexe chez les policiers d'utiliser cette ressource-là qui est là pour les aider en grande partie aussi. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques. Ce n'est pas la police qu'on a besoin. C'est des ressources civiles spécialisées, puis EMIS, en est une des options. Donc, moi, ce que je m'assure, c'est que ce réflexe-là se développe au cours des prochains mois. Merci. Dernière question. Au niveau de la formation, il y a quelques semaines ou une semaine, je ne sais plus, on a tellement eu de séances. Vous nous avez présenté la politique d'interpellation améliorée et je me pose la question au niveau que ce soit du profilage ou afin d'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination, quelles sont les formations qui sont données aux policiers à travers leur carrière? En fait, pour faire le lien avec la présentation de la politique actualisée, dès l'automne, il y a des choses qui vont être directement déployées pour soutenir les policiers. Vous vous rappelez, on a parlé d'interpellation, mais il faut vraiment s'ouvrir à l'idée qu'en fait, c'est nos interactions policières lors d'interventions de toutes sortes, dont les interpellations policières. Ce qu'on est en train de prévoir, c'est le déploiement de coachs en interaction et en interpellation policière en plus grand nombre, des gens qui vont être assignés pour soutenir dans chacune des régions les postes de quartier. De concert avec ça, la section formation déploie une version actualisée de pouvoirs et devoirs. Fait qu'en quelque sorte, nos policiers qui vont être sur le terrain vont être capables de voir la compréhension du contenu qui va être actualisé par notre personnel de première ligne. Fait que ça, c'est les grandes étapes. Évidemment, il y a des outils, des documents, des capsules qui vont être faits. Mais d'un point de vue différent, c'est vraiment d'aller plus localement soutenir nos policiers avec des pairs aidants, puis directement liés, entre autres, ce qu'on vous avait parlé, les portraits qu'on va déceler au niveau des interventions qui sont colligées à nos banques de données. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des commissaires? Eh bien, l'ordre du jour est épuisé. Donc, on est presque prêt à lever la séance, mais avant, j'aimerais quand même prendre le temps de remercier les membres de la commission, puisque c'est possiblement notre dernière commission d'assemblée publique, en tout cas certainement avant la saison estivale et peut-être de notre mandat. Donc, je veux quand même prendre le temps de vous remercier chacun d'entre vous qui a été présent tout au long du mandat et de l'année. On a travaillé très fort et je vous remercie de votre sérieux. C'est des dossiers qui étaient sensibles. On l'a vu, les citoyens se sont déplacés en grand nombre pour certains de ces dossiers et ça n'a pas toujours été facile, mais c'était nécessaire. Donc, je remercie chacun d'entre vous, également le SPVM qui a été souvent notre interlocuteur de choix. Merci de votre collaboration tout au long de cette année et des dernières années, même, voire. Je remercie également le CIM et tous les autres services qui se sont présentés devant nous. Je veux quand même prendre également le temps de remercier toute l'équipe technique qui, sans eux, nous n'aurions pas de web-diffusion. On a été la première commission qui a eu une assemblée publique dans le nouvel hôtel de ville amélioré et ils ont dû s'adapter rapidement avec des équipements qu'ils ne connaissaient pas. Donc, merci beaucoup, équipe technique. Aussi, je veux quand même prendre le temps de remercier tous les citoyens et citoyennes sociétés civiles qui se sont présentés devant nous pour poser leurs questions et mettre des commentaires
nous questionner, pousser plus loin des enjeux qui sont sensibles, mais qui touchent la population montréalaise et montréalais. Donc, merci à ceux qui nous écoutent, mais malheureusement, je comprends que la web-diffusion, elle fonctionne présentement, donc contente pour ceux qui ont manqué une partie, elle sera disponible en différé. Donc, merci à tous les citoyens qui ont été présents et qui nous ont écoutés également et qui ont pris le temps de poser des questions à travers tous les enjeux qui ont été présentés ici en séance publique. Aussi, bon, M. Ryan Worm n'est pas présent, mais qui soutient aux élus sécurité publique, qui nous a soutenus également. Je tiens à le remercier pour son travail. Et bien sûr, je ne pourrais pas mettre de côté Lydia Atrouche, notre coordonnatrice à la CSP, qui est mon bras droit, mon bras gauche et parfois ma tête. Merci énormément. Ça a été une collaboration que j'ai énormément appréciée. Merci énormément pour le soutien soutenu avant, pendant et après chacune des séances et même sans aucune séance. Merci énormément. Donc, sur ce, je vous souhaite un bel été. Merci encore et bonne journée.